Bonjour à tous, merci de rejoindre ce nouveau journal de la culture avec au sommaire de la BD en présence de notre invitée Pénélope Bagieux, dessinatrice de Stars of the Star, paru chez Gallimard, d'après un scénario de Johann Sfar, au menu de la pétillance, de la frénésie, de la musique et de la danse. Du photojournalisme à l'affiche de la 25e édition du festival Visa pour l'image à travers le regard que les photoreporters posent sur la guerre en Syrie. Au cœur de ce journal, la découverte d'une forme d'expression alternative du cirque contemporain sous la houlette des Romanesses. Nous irons à la rencontre d'un collectif de magiciens du rêve qui renouvelle une longue tradition. Mais nous accueillons à présent une dessinatrice de talent venue présenter Stars of the Stars, la nouvelle BD dessinée par elle à partir d'un scénario du célébrissime Johann Sfar, découverte grâce à son blog Ma vie est tout à fait fascinante, où elle relate avec humour les aventures d'une jeune Parisienne délurée. C'est une jeune auteure consacrée qui fait figure de pionnière que nous recevons. Très heureux de vous accueillir. Bonjour. Pénélope Bagieux. Vous diriez quoi, 18 mois après, un petit peu plus, votre précédente cuvée, La Page Blanche, vous êtes de retour avec une espèce d'épopée cosmique, je vous cite, chère contemporaine, entre Star Trek et Fame. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire des 7 meilleures danseuses du monde qui se retrouvent réunies dans une école de danse qui est plus ou moins l'école de danse de Fame à New York et qui ne savent pas qu'en fait elles sont pas là pour passer une audition, mais parce que des extraterrestres ont décidé d'atomiser la Terre, mais que les extraterrestres sont fans de danse et donc ont décidé de sauver 7 humaines, les 7 meilleures danseuses du monde. Alors, ce scénario complètement déjanté, le fruit d'un esprit fertile, c'est Johann Sfar. Cerveau malade. C'est donc Johann Sfar qui est venu vous voir, et ça flatte l'ego lorsque c'est lui qui fait la démarche, parce qu'il est aujourd'hui l'un des talents les plus consacrés dans ce domaine. En fait, ce qui flatte l'ego surtout, c'est que il avait envie de travailler avec moi et qu'il a cherché une histoire à me proposer qui pourrait m'amuser pour que je dise oui. Donc, ce qui est flatteur, c'est plutôt qu'il soit allé chercher ce genre d'histoire en se disant que ça m'amuserait, et il avait vu assez juste, d'ailleurs. Voilà. Et c'est une collaboration extrêmement désirée et mutuellement ressentie comme telle. Vous dites qu'il a une manière très particulière de travailler, c'est que ça donne une impression de partir dans tous les sens, mais retombe toujours d'équerre sur sa trame. C'est ça. Comme un jazzman qui improvise, en fait. Exactement. On pourrait croire que ça part dans tous les sens, mais il a une espèce de narration spontanée, naturelle, qui fait que ça retombe sur ses pattes et que l'histoire tient la route et que, en fait, on pense qu'on va se faire balader et finalement, il sait très bien où il va. Alors, vous diriez quoi? Que c'est aujourd'hui l'empreinte de l'ère du temps qu'on retrouve dans ce bulletin? Il y a plusieurs sujets qui sont toujours sous couvert d'une BD, en plus un 46 pages, cartonné, couleur, qui est vraiment le format de la BD traditionnelle pour la jeunesse. Ça aborde quand même des thèmes qui étaient importants pour Johann et pour moi, qui sont l'espèce de montée des identités, c'est-à-dire que il y a une espèce de conflit identitaire dans cette histoire, c'est que on se dit, chacun revendique de plus en plus sa religion, son ethnie, ses origines, et l'idée c'est, et si la Terre explosait, est-ce que les riches seraient toujours riches, est-ce que les pauvres seraient toujours pauvres, est-ce que les gens emmerderaient toujours tout le monde avec leur religion ou pas? Et en fait oui, même quand on n'est plus que 7, et aussi l'ego démesuré des artistes qui sont prêts vraiment à tout pour... Mais qui pourtant sont les vitrines des sociétés, qui posent un regard sur la société et notamment sur ces thématiques dont vous venez de faire écho. Le fait que vous ayez été distingué de l'insigne du chevalier des arts et des lettres... Tous les deux en plus. Tous les deux, oui, par Johann Madame aussi. la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, ça flatte votre orgueil? C'est une reconnaissance dans un milieu où dit-on, la BD est un peu minorée ou méprisée, regardée du coin de l'œil par la BD traditionnelle? Ce qui était bien, j'étais pas la seule à être décorée cette fois-là, on était 3. Je pense que le fait que j'en fasse partie, ça fait toujours plaisir, c'est très sympa. Mais ce qui avait surtout d'important, c'était la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu'un vrai secteur de l'édition qui marche plutôt bien, qui marche même plutôt mieux que l'édition générale. Et qu'on reconnaisse la BD comme un vrai art et comme un vrai média qui a des choses à dire et qui est pas forcément juste des trucs pour faire rigoler les enfants. Donc ça, c'était très flatteur. Alors je vous propose de jeter un œil justement sur l'actualité, car comme chaque jour depuis son ouverture, nous vous proposons une incursion au cœur du festival Visa pour l'image, le plus grand rendez-vous international dédié au photojournalisme. La Syrie, qui est le thème récurrent de cette 25e édition, est aussi le pays le plus meurtrier de la profession journalistique. Nos reporters ont rencontré des photographes qui reviennent de l'enfer d'une guerre sans phare.
Goran est photographe de guerre depuis 2 décennies. En août 2012, il est durant 18 jours au plus près de ces hommes et de ces femmes, pris au piège dans leur ville assiégée. Ils ont défoncé le mur et ils se sont mis à se tirer dessus. J'étais surpris. C'est incroyable. Le mur se perçait de partout. Alors j'ai fermé mes yeux et j'ai pressé le bouton. Et puis j'ai entendu le clic d'une grenade. Cet homme s'est mis à me pousser pour que nous puissions fuir ensemble. Là, il s'est fait tirer dessus dans l'épaule. C'est le moment où il se prend la balle. Mais il va bien, il va bien. À 26 ans, Sebastiano Tomada est un photoreporter qui a déjà couvert plusieurs conflits. Mais la Syrie en guerre fut le plus difficile. Il est parvenu à s'introduire dans la ville d'Alep en octobre 2012 et puis de nouveau en mars 2013. Je n'ai jamais vu une situation comme celle d'Alep. C'est une ville littéralement divisée. Une moitié est tenue par le régime, l'autre est une zone libérée, et vous avez les lignes de front qui se déplacent sans cesse. Les gens vont et viennent. Il faut se rappeler que les civils ont toujours des entreprises et de la famille d'un côté ou de l'autre. En fait, ils continuent d'apporter de la nourriture, des équipements médicaux, ou simplement ils traversent pour aller voir un ami ou pour vérifier si leur maison est toujours là. Les habitants n'ont d'autre choix que de continuer à vivre au milieu de ces lignes de front mouvantes. Chaque jour, ils les franchissent pour accomplir des tâches banales autrefois, mortelles désormais. Tout d'un coup, on a entendu crier et hurler de douleur. On a couru dans cette direction et on a vu un civil qui revenait de la zone tenue par le régime pour entrer dans la zone contrôlée par les rebelles. Il venait de se prendre une balle dans la nuque par un sniper. Sur ces autres photos de Mohamed Muhaizen, également exposées à Visa, le jeune photographe s'attache cette fois-ci à montrer que même si la mort rôde sans fin, depuis 2 ans et demi, la vie, elle, continue. Visa pour l'image, encore quelques jours, c'est à découvrir du côté de Perpignan. Parlons à présent d'une famille pas comme les autres, les Romanesses. Depuis 2006, dans leur petit chapiteau du 17e arrondissement de Paris, ce clan de promeneurs et acrobates, de musiciens également, de tous les âges, propose une alternative tout en poésie au cirque traditionnel. Renaud Lefort et Yves Irvine sont allés à leur rencontre. Une caravane, un chat, des jongleurs et même une chèvre. Décidément, tous les chemins mènent aux Romanesses. L'histoire de cette famille, c'est d'abord celle du père, Alexandre, un ancien bouglione jeté dans la cage au lion dès son plus jeune âge. Chers amis, il représente la 7e génération des dompteurs de sa grande famille. Moi, les fauves, je les voyais depuis toujours. D'ailleurs, mon père, qui ne m'a jamais fait un compliment dans toute sa vie, mais c'est pas grave, avait dit à plusieurs personnes me l'ont répété. Ils ont dit, quand mon fils est entré dans la cage, pour la première fois, on aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Reste, doucement, doucement. Voilà. Et puis un jour, Alexandre claque la porte du chapiteau familial, trop grand et inhumain selon lui. 20 ans plus tard, il remonte un petit cirque avec Delia, surnommée la Terrible, une tzigane de Roumanie qui parle et chante le romanès, la langue des gitans. C'est bon là? Les filles, venez là, les femmes, venez là! Entre cris et hésitations, tout n'est que désordre et poésie. Derrière la beauté de cette fabrique de rêves, un vrai parcours du combattant. Le réalisateur Jacques Deschamps, qui s'est lui aussi plongé dans cet univers, témoigne. Ils ont été invités à Shanghai à aller jouer et représenter la France à l'Expo universelle en 2010. Et puis à leur retour, ils ont eu tous les problèmes qu'ils ont eu d'autorisation de travail avec les soucis un peu provoqués par la politique du moment, qui n'a pas fini d'ailleurs de se faire ressentir. C'est de l'esbrouf, tout ce qui se passe aujourd'hui, le démantèlement des campements et tout ça, c'est... Tout ce foin pour 15 000 personnes, c'est pas beaucoup. S'ils refusent le misérabilisme, les Romanesses n'en restent pas moins un peu malgré eux les défenseurs de la cause rome. Vivre sur un fil et ne jamais tomber dans la langue de bois,
C'est l'heure politique, avec un mot d'ordre. Se lever le plus tard possible et faire la fête le plus longtemps possible. Avis aux amateurs, il y a un nouveau spectacle de cirque romanesque Tzigane, voleur de poules et flamenco. C'est à Paris du 19 octobre au 23 février prochain. Je rappelle, Pénélope Bagieux, qu'il y a donc ce volume 1. Vous êtes déjà en train de couver une cuvée, deuxième du cru. Avec, on a 5 pages. Vous avez 5 pages, donc ça doucement. c'est un scoop. Juste quand même pour dire, vous avez cartonné avec votre blog qui racontait les histoires d'une Parisienne un peu délurée, on peut dire ça. On connaît un peu votre planning. Est-ce que vous aimez toujours autant jouer la batterie? Bien sûr. Et est-ce que ça vous énerve finalement que l'on fasse de vous la pionnière, dit-on, de la BD au féminin? Est-ce que vous êtes contre cet essentialisme? Il y a d'autres personnalités du giron de la littérature qui pensent qu'il y a de la littérature, pas pour les hommes, pas pour les femmes. C'est sûr qu'il y a de la BD, pas pour les hommes, pas pour les femmes. Si après, ça fait qu'on se rend compte qu'il y a tellement d'auteurs femmes, en fait, qui existaient bien avant moi et qu'il y en a de plus en plus, tant mieux. Pionnière, après, c'est un joli mot. Hein. On entendait tout à l'heure le commentaire de l'un des romanesques qui disait que Carpe diem, chaque jour comme si c'était le dernier. Vous, apparemment, vous avez un peu un mode de vie. De se lever le plus tard parce que possible vous avez aussi, justement se lever le plus tard possible. Vous dites que vous travaillez dur pendant 3 ans et après c'est la glandouille pendant 1 an. C'est ça. Là, vous êtes dans l'année glandouille? Non, vous avez repris, c'était l'année dernière. Ça bosse, là, ça bosse. Merci beaucoup. On rappelle qu'il y a donc ce magnifique bulletin cosmico-musical, on va dire ça comme ça, Stars of the Stars, Pénélope Bagieux et Johann Sfar. C'est paru aux éditions Gallimard et que la deuxième série de la saga est en préparation. Il y a déjà 5 planches. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images de la ville française de Lyon autour de l'opération Les Rives de Saône, le long du fleuve qui propose l'aménagement d'un parcours d'art contemporain que l'on peut découvrir autour de 21 séquences d'œuvres inédites signées par une douzaine de plasticiens de renommée internationale. Une spéciale dédicace à tous les petits Lyonnais que l'on appelle ici affectueusement les Gaunes.